Bienvenue dans ce voyage nocturne à travers les civilisations anciennes et les mondes perdus. Permettez à votre esprit de se détendre profondément tandis que nous explorons ensemble les mystères du passé. Les cultures oubliées et les merveilles architecturales qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Respirez calmement, laissez votre corps s'enfoncer confortablement dans votre lit. Et préparez-vous à voyager à travers le temps et l'espace vers des époques révolues où de grandes civilisations ont fleuri, créé des œuvres extraordinaires, puis disparu dans les brumes de l'histoire. Commençons notre exploration par la Mésopotamie, cette terre fertile située entre le Tigre et l'Euphrate, souvent appelée le berceau de la civilisation. Il y a plus de 5000 ans, dans cette région qui correspond aujourd'hui à l'Irak moderne, les Sumériens ont développé l'une des premières grandes civilisations urbaines de l'humanité. Imaginez des cités-États prospères comme Ur, Uruk et Lagash, où s'élevaient des zigguras majestueuses, ces temples pyramidaux à degrés qui touchaient le ciel. Les Sumériens ont inventé l'écriture cunéiforme, traçant des signes en forme de coins sur des tablettes d'argile humide. Cette invention révolutionnaire a permis de conserver des connaissances, d'enregistrer des transactions commerciales, de codifier des lois et de transmettre des récits mythologiques. Leurs scribes consignaient minutieusement les mouvements des astres, créant les fondements de l'astronomie. Ils développèrent un système mathématique sexagésimal qui nous a légué la division du temps en 60 minutes et 60 secondes. Dans leur temple, les prêtres accomplissaient des rituels complexes pour honorer des divinités comme Anu, le dieu du ciel, Enlil, le seigneur de l'air, et Inanna, la déesse de l'amour et de la guerre. La civilisation babylonienne a succédé aux Sumériens, atteignant son apogée sous le règne du roi Hammurabi vers 1750 avant notre ère. Ce souverain visionnaire a établi l'un des premiers codes de lois écrits de l'histoire, gravés sur une stèle de basalte noire. Le code d'Hammurabi contenait 282 lois régissant tous les aspects de la vie quotidienne, du commerce aux relations familiales, de la propriété au châtiment pour divers crimes. Babylone elle-même était une merveille architecturale, avec ses murailles massives, sa porte d'Ishtar ornée de briques émaillées représentant des dragons et des taureaux. Et ses célèbres jardins suspendus, l'une des 7 merveilles du monde antique. Ces jardins légendaires, construits selon la tradition pour la reine Amiti qui regrettait les montagnes verdoyantes de sa Médie natale, consistaient en terrasses étagées plantées d'arbres et de fleurs exotiques, irriguées par un ingénieux système hydraulique qui puisait l'eau de l'Euphrate. Poursuivons notre voyage vers l'Égypte ancienne, cette civilisation extraordinaire qui s'est épanouie le long du Nil pendant plus de 3 millénaires. Le fleuve était la source de vie, apportant chaque année ses crues bienfaisantes qui déposaient un limon fertile sur les terres agricoles. Les anciens Égyptiens ont développé une société hautement organisée dirigée par des pharaons considérés comme des dieux vivants, intermédiaires entre le monde terrestre et le monde divin. Leur obsession pour l'au-delà les a conduits à créer certaines des structures les plus impressionnantes jamais construites par l'humanité. Les pyramides de Gizeh, notamment la grande pyramide de Khéops, témoignent d'une maîtrise architecturale et mathématique stupéfiante. Pendant plus de 20 ans, des dizaines de milliers d'ouvriers ont taillé, transporté et assemblé plus de 2 millions de blocs de calcaire pesant chacun plusieurs tonnes, créant une structure d'une précision géométrique remarquable. L'intérieur des pyramides contenait des chambres funéraires, des couloirs secrets et des pièges destinés à protéger la momie du pharaon et ses trésors pour l'éternité. Le processus de momification lui-même était un rituel complexe qui durait 70 jours. Les embaumeurs retiraient d'abord les organes internes, à l'exception du cœur considéré comme le siège de l'intelligence et de l'âme. Le cerveau était extrait par les narines à l'aide de crochets. Le corps était ensuite desséché avec du natron, un sel naturel, puis enveloppé de bandelettes de lin imprégnées de résine et d'onguent. Entre les couches de bandelettes, les prêtres plaçaient des amulettes protectrices. Le défunt était déposé dans des sarcophages emboîtés richement décorés de scènes religieuses et d'inscriptions hiéroglyphiques tirées du livre des morts. Ce guide de l'au-delà qui aidait l'âme dans son voyage périlleux à travers le royaume d'Osiris. Dans la salle du jugement, le cœur du défunt était pesé sur une balance contre la plume de Ma, déesse de la vérité et de la justice. Si le cœur était plus lourd que la plume, alourdi par les péchés, il était dévoré par Ami, la dévoreuse, et l'âme était anéantie. Si le cœur s'équilibrait avec la plume, le défunt accédait au royaume éternel des bienheureux. Les temples égyptiens étaient des microcosmes de l'univers, des lieux sacrés où se déroulaient quotidiennement des rituels destinés à maintenir l'ordre cosmique. Le temple de Karnak à Thèbes, construit et agrandi sur 2000 ans, couvre plus de 100 hectares et contient la plus grande salle hypostyle jamais construite. Avec 134 colonnes massives dont certaines atteignent 23 mètres de hauteur. Les murs étaient couverts de reliefs colorés représentant des scènes mythologiques, des processions royales et des offrandes aux dieux.
Dans le sanctuaire le plus profond, accessible uniquement aux pharaons et aux grands prêtres, reposait la statue divine qui était réveillée chaque matin par des hymnes, lavée, habillée, parfumée et nourrie d'offrandes rituelles. Traversons maintenant la Méditerranée pour découvrir la civilisation minoenne de Crète, qui a prospéré entre 2600 et 1400 avant notre ère. Le palais de Knossos, résidence légendaire du roi Mino, était un complexe labyrinthique de plus de 1300 pièces disposées sur plusieurs niveaux. Les archéologues ont découvert des fresques magnifiquement préservées représentant des dauphins bondissants, des taureaux puissants et des jeunes athlètes pratiquant la tauromachie rituelle, où ils saisissaient les cornes d'un taureau lancé au galop pour effectuer des sauts périlleux acrobatiques. Les Minoens étaient d'excellents marins et commerçants, établissant des routes maritimes à travers toute la Méditerranée. Leur écriture, appelée linéaire, n'a toujours pas été déchiffrée, gardant ainsi une partie de leurs secrets. La civilisation minoenne s'est effondrée brutalement, peut-être à cause de l'éruption cataclysmique du volcan de Santorin vers 1600 avant notre ère, qui a généré des tsunamis dévastateurs et obscurci le ciel de cendres volcaniques. Cette catastrophe volcanique pourrait avoir inspiré la légende de l'Atlantide racontée par le philosophe grec Platon. Selon son récit, l'Atlantide était une île puissante située au-delà des colonnes d'Hercule, c'est-à-dire du détroit de Gibraltar. Cette civilisation avancée possédait une technologie supérieure, des palais somptueux ornés d'or et d'argent, et une armée formidable. Mais les Atlantes devinrent arrogants et corrompus, provoquant la colère des dieux. En une seule nuit catastrophique, l'île entière fut engloutie par les flots, disparaissant à jamais sous les vagues. Pendant des siècles, explorateurs et rêveurs ont cherché les vestiges de cette cité légendaire, proposant des localisations allant de la Méditerranée aux Caraïbes, des Açores à l'Antarctique. Bien que la plupart des historiens considèrent l'Atlantide comme une allégorie philosophique plutôt qu'une réalité historique, le mythe continue de captiver l'imagination collective. Voyageons maintenant vers l'Indus, où une civilisation remarquable s'est développée entre 2600 et 1900 avant notre ère. Les cités de Mohenjo-Daro et Harappa témoignent d'une planification urbaine extraordinairement avancée. Les rues étaient tracées selon un plan orthogonal précis, avec des avenues principales orientées selon les points cardinaux. Les maisons en briques cuites étaient équipées de salles de bain et de toilettes reliées à un système sophistiqué d'égouts souterrains. Des puits publics fournissaient de l'eau potable, et de grands bains publics servaient probablement à des purifications rituelles. La grande piscine de Mohenjo-Daro, avec ses dimensions impressionnantes et son revêtement imperméable de bitume, suggère l'importance des ablutions dans leur culture. Les artisans de l'Indus créaient des sceaux en stéatite gravés de motifs animaliers et d'une écriture pictographique qui demeure indéchiffrée. Leur poids et mesure étaient standardisés avec une précision remarquable, facilitant le commerce à longue distance. Cette civilisation entretenait des relations commerciales avec la Mésopotamie, échangeant du coton, des pierres précieuses et des produits artisanaux contre de l'argent et d'autres marchandises. Mystérieusement, la civilisation de l'Indus a décliné vers 1900 avant notre ère, peut-être en raison de changements climatiques qui ont asséché les rivières ou déplacé le cours de l'Indus. En Chine ancienne, la dynastie Shang a régné de 1600 à 1046 avant notre ère, établissant les fondements de la civilisation chinoise. Les souverains Shang gouvernaient depuis des capitales successives entourées de murailles imposantes. Leurs artisans produisaient des bronzes rituels d'une qualité extraordinaire, des vases aux formes complexes ornés de motifs zoomorphes stylisés représentant des dragons, des taureaux et des oiseaux mythiques. Ces objets servaient lors de cérémonies ancestrales où l'on offrait de la nourriture et des boissons aux esprits des défunts. La pratique de la divination par les os oraculaires était centrale dans la religion Shang. Les devins inscrivaient des questions sur des omoplates de bœuf ou des plastrons de tortue, puis appliquaient un objet chauffé qui créait des craquelures. L'interprétation de ces fissures révélait la volonté des ancêtres et des divinités concernant les récoltes, la guerre, la chasse ou d'autres affaires importantes. Ces os portent les plus anciennes formes connues de l'écriture chinoise, ancêtres directs des caractères modernes. Dirigeons-nous maintenant vers les Amériques, où des civilisations complexes se sont développées en isolement complet du reste du monde. Les Olmecs, souvent considérés comme la culture mère de la Mésoamérique, ont prospéré sur la côte du golfe du Mexique entre 1200 et 400 avant notre ère. Ils ont sculpté d'énormes têtes de basalte pesant jusqu'à 50 tonnes, portraits de leurs dirigeants arborant des coiffes élaborées. Ces monuments colossaux témoignent d'une organisation sociale sophistiquée capable de mobiliser une main-d'œuvre considérable pour extraire, transporter et sculpter ces pierres massives. Les Olmecs développèrent un système de calendrier complexe et possiblement les premiers glyphes d'écriture en Amérique. Leurs centres cérémoniels comme San Lorenzo et la Venta comportaient des pyramides, des places et des bassins artificiels.
Ils pratiquaient le jeu de balle rituel, un sport sacré qui se jouait sur des terrains en forme de I majuscule. Où deux équipes s'affrontaient en tentant de faire passer une balle de caoutchouc à travers des anneaux de pierre sans utiliser leurs mains ni leurs pieds. Ce jeu avait une dimension cosmologique, représentant la lutte entre les forces de la vie et de la mort, de la lumière et des ténèbres. La civilisation maya a hérité et développé ces traditions, créant l'une des cultures les plus sophistiquées de l'Amérique précolombienne. Entre 200 et 900 de notre ère, pendant la période classique, les cités-États mayas comme Tikal, Palenque, Copan et Calakmul rivalisaient de splendeur architecturale et intellectuelle. Les pyramides mayas s'élevaient au-dessus de la canopée de la jungle, leurs façades ornées de masques de stuc représentant des divinités et des rois divinisés. Les temples au sommet servaient de portail entre le monde terrestre et le royaume des dieux. Les palais royaux abritaient des cours sophistiquées où des nobles vêtus de plumes de quetzal et de jade assistaient à des cérémonies élaborées. Les scribes mayas développèrent le système d'écriture le plus complet des Amériques préhispaniques, combinant des glyphes logographiques et syllabiques pour enregistrer l'histoire dynastique, les calculs astronomiques et les prophéties rituelles. Leur codex plié, peint sur du papier d'écorce battue, contenait des tables astronomiques d'une précision étonnante. Les Mayas calculèrent la durée de l'année solaire avec une exactitude qui ne différait que de quelques secondes de nos mesures modernes. Leur cosmologie était complexe et sophistiquée. Ils concevaient l'univers comme composé de 3 niveaux, le ciel, la terre et l'inframonde appelé Xibalba, le lieu de la peur. L'arbre du monde, un séba sacré, reliait ces 3 royaumes, ses racines plongeant dans l'inframonde, son tronc soutenant la terre, et ses branches s'élevant vers les 13 cieux. Les rois mayas accomplissaient des rituels de sang auto-sacrificiels, perçant leur langue ou leurs organes génitaux avec des épines de raie pour entrer en communication avec les ancêtres et les dieux. Ces rituels étaient représentés sur des linteaux sculptés et des vases peints qui nous sont parvenus. Le jeu de balle atteignit son apogée avec les Mayas, et certains matchs se terminaient par le sacrifice du capitaine de l'équipe perdante, ou parfois de l'équipe gagnante. Un honneur considéré comme une offrande suprême aux dieux. Mystérieusement, au IXe siècle de notre ère, les grandes cités mayas des basses terres furent progressivement abandonnées. Les pyramides et les palais furent envahis par la jungle, les places autrefois animées devinrent silencieuses. Les causes de cet effondrement font encore débat parmi les spécialistes. Des sécheresses prolongées, révélées par l'analyse des sédiments lacustres, ont probablement provoqué des famines. La surpopulation et la dégradation environnementale causée par la déforestation intensive auraient aggravé la crise. Des guerres incessantes entre cités rivales épuisèrent les ressources humaines et économiques. La perte de confiance dans les dirigeants incapables de maintenir la fertilité des terres par leurs rituels aurait sapé les fondements idéologiques du pouvoir royal. Quelle que soit la combinaison exacte de facteurs, la civilisation classique maya s'effondra, bien que les populations mayas elles-mêmes survécurent et prospérèrent dans d'autres régions. Notamment au Yucatan où des cités comme Chichén Itzá et Uxmal connurent une nouvelle floraison. Traversons l'océan Pacifique vers l'île de Pâques, ce triangle de terre volcanique perdu au milieu de l'océan, à plus de 3000 km des côtes les plus proches. Les Polynésiens qui colonisèrent cette île isolée vers 1200 de notre ère développèrent une culture unique, célèbre pour ses statues monumentales appelées Maoi. Près de 900 de ces figures de pierre, hautes de 4 à 10 mètres et pesant jusqu'à 82 tonnes, furent taillées dans le tuf volcanique de la carrière de Rano Raraku. Les sculpteurs utilisaient des pics de basalte pour dégager ces monolithes de la roche-mère. Une fois terminés, les Maoi étaient transportés à travers l'île jusqu'aux plateformes cérémonielles appelées Ahu, où ils étaient érigés face au village, le dos tourné vers l'océan. Certains recevaient des yeux de corail blanc avec des pupilles d'obsidienne ou de scorie rouge, leur conférant une présence vitale et intimidante. Ces statues représentaient les ancêtres divinisés qui protégeaient leurs descendants et assuraient la fertilité de la terre et de la mer. La construction de ces monuments exigeait des ressources considérables. Pour transporter et ériger les Maoi, les insulaires utilisaient des cordes tressées. Des rondins de bois et probablement des techniques de balancement qui faisaient marcher les statues verticalement. Cette exploitation intensive des forêts pour fournir des rondins, ainsi que pour construire des pirogues et alimenter les foyers, conduisit à une déforestation complète de l'île. La disparition des arbres provoqua l'érosion des sols, la diminution des rendements agricoles et l'impossibilité de construire de grandes pirogues pour la pêche hauturière. La société Rapanui entra dans une période de crise marquée par des famines et des conflits violents entre clans. La construction de Maui cessa, et certaines statues furent renversées lors de guerres entre tribus. Lorsque les Européens découvrirent l'île en 1722, ils trouvèrent une population diminuée vivant dans des conditions difficiles. Entourés de ces géants de pierre énigmatiques qui témoignaient d'un passé plus glorieux.
Revenons vers l'Asie du Sud-Est, où la civilisation khmer a construit l'un des plus vastes complexes religieux jamais créés. Angkor, capitale de l'Empire khmer du 9e au 15e siècle, s'étendait sur près de 1000 km², abritant peut-être 1 million d'habitants à son apogée. Le temple d'Angkor Wat, construit au XIIe siècle par le roi Suryavarman II, est le plus grand monument religieux du monde. Cette montagne-temple de pierre représente le mont Meru, la demeure des dieux dans la cosmologie hindoue. 5 tours centrales symbolisent les 5 pics du mont sacré, entourées de galeries concentriques ornées de bas-reliefs extraordinaires. Ces sculptures narratives s'étendent sur des centaines de mètres, représentant des scènes du Ramayana et du Mahabharata, des processions royales et des batailles célestes. La galerie la plus célèbre dépeint le barattage de la mer de lait, mythe fondamental où Dieu et démon tirent sur le serpent Vasuki enroulé autour du mont Mandara pour créer l'élixir d'immortalité. Les ingénieurs khmers maîtrisaient l'hydraulique avec une sophistication remarquable. Ils construisirent un réseau complexe de réservoirs géants appelés barrets, de canaux et de digues qui contrôlaient les eaux des moussons, irriguaient les rizières et approvisionnaient la population. Le barret occidental d'Angkor mesure 8 km de long sur 2 km de large, contenant plus de 50 millions de mètres cubes d'eau. Ce système hydraulique permettait jusqu'à 3 récoltes de riz par an, générant les surplus agricoles nécessaires pour soutenir la population urbaine, l'élite royale, le clergé et les artisans. Cependant, ce même système devint vulnérable aux fluctuations climatiques. Des recherches récentes suggèrent que l'alternance de moussons trop abondantes et de sécheresses prolongées au XIVe et XVe siècle déstabilisa le réseau hydraulique. Les inondations endommagèrent les infrastructures tandis que les sécheresses asséchèrent les réservoirs. La dégradation de ce système vital, combinée aux pressions militaires du royaume thaï d'Ayutthaya, conduisit au déclin d'Angkor. La capitale fut progressivement abandonnée, et la jungle reprit ses droits, enveloppant temple et palais de ses racines géantes. Dans les hautes terres des Andes, la civilisation inca créa le plus vaste empire des Amériques préhispaniques. Depuis leur capitale Cusco, considérée comme le nombril du monde, les Incas contrôlaient un territoire s'étendant sur plus de 4000 km, de la Colombie actuelle au Chili central. Cet empire appelé Tawantinsuyu, les 4 quartiers du monde, reliait des régions écologiques diversifiées allant des déserts côtiers aux sommets enneigés des Andes. Des hauts plateaux arides aux franges de la forêt amazonienne. Pour administrer ce vaste territoire, les Incas construisirent un réseau routier de 40 000 km. Avec des routes pavées franchissant les montagnes par des escaliers taillés dans la roche, traversant les précipices sur des ponts de cordes suspendus, et longeant les côtes désertiques. Des courriers appelés chasqui couraient en relais le long de ces routes, transportant des messages codés dans des quipus. Ces systèmes de cordelettes nouées qui servaient à enregistrer des informations numériques et peut-être narratives. L'architecture inca témoigne d'une maîtrise technique stupéfiante. Les murs de leurs temples et palais étaient construits avec des blocs de pierre massifs ajustés avec une telle précision qu'on ne peut glisser une lame de couteau entre eux. Sans mortier, ces assemblages ont résisté à 5 siècles de tremblements de terre grâce à leur flexibilité. La forteresse de Sacsayhuaman dominant Cusco utilise des blocs pesant jusqu'à 200 tonnes, dont on ignore encore comment ils furent transportés et ajustés. Le Machu Picchu, cité royale perchée sur une crête montagneuse à 2400 mètres d'altitude, illustre l'harmonie entre architecture et paysage. Construite vers 1450 pour l'empereur Pachacuti, cette résidence comprenait des temples solaires, des palais, des fontaines rituelles et des terrasses agricoles suspendues au-dessus de précipices vertigineux. Le temple du soleil contenait un autel d'or massif où se déroulaient des cérémonies lors des solstices. Les prêtres observaient les mouvements du soleil à travers des fenêtres soigneusement orientées, maintenant ainsi le calendrier rituel qui régissait l'agriculture et les festivités. Les Incas pratiquaient des sacrifices humains lors d'occasions particulièrement importantes. Notamment le rituel de la Capacocha où des enfants sélectionnés pour leur beauté et leur perfection physique étaient emmenés depuis tout l'empire jusqu'au sommet sacré. Vêtus de textiles fins et parés de bijoux, ils étaient peut-être intoxiqués avec de la chicha, bière de maïs, et des feuilles de coca avant d'être sacrifiés par strangulation ou exposition au froid. Leur corps momifié naturellement par le gel servait d'intermédiaire entre les humains et les divinités montagnardes appelées Apu. Des archéologues ont découvert plusieurs de ces momies glacées en parfait état de conservation, comme la jeune fille de l'Ulayako retrouvée à 6700 mètres d'altitude. Son corps et ses vêtements préservés pendant 5 siècles. L'empire inca s'effondra brutalement en 1532 lorsque 168 conquistadors espagnols menés par Francisco Pizarro capturèrent l'empereur Atahualpa. Profitant d'une guerre civile qui avait affaibli l'empire et porteurs involontaires de maladies européennes dévastatrices.
Les Espagnols démantèlent en quelques années une civilisation qui avait mis des siècles à se construire. Les temples furent pillés de leurs ornements d'or et d'argent, fondus en lingots et expédiés en Europe. Les chroniqueurs espagnols enregistrèrent néanmoins des récits précieux sur les coutumes incas, préservant une mémoire partielle d'une civilisation qui n'avait pas d'écriture alphabétique. Explorons maintenant les mystérieuses cités abandonnées du Zimbabwe. Le Grand Zimbabwe, construit entre le XIe et le XVe siècle, était la capitale d'un royaume africain prospère qui contrôlait le commerce de l'or entre l'intérieur des terres et les ports Swahili de la côte de l'océan Indien. Les ruines s'étendent sur près de 800 hectares, dominées par une acropole perchée sur une colline de granit et la grande enceinte. Un mur circulaire de pierre sèche haut de 11 mètres et long de 250 mètres. Ce mur massif, construit sans mortier avec près d'1 million de blocs de granit soigneusement ajustés, délimitait probablement la résidence royale. Une tour conique de 10 mètres de haut s'élève à l'intérieur de l'enceinte, dont la fonction demeure mystérieuse. Peut-être un grenier à grains sacrés ou un symbole phallique de fertilité et de pouvoir royal. Les fouilles ont révélé des objets importés de régions lointaines, notamment des perles de verre de l'Inde, de la porcelaine chinoise et des coquillages de la côte, témoignant de l'étendue des réseaux commerciaux. L'élite locale troquait l'or, l'ivoire et probablement des esclaves contre ces produits de luxe. Vers le XVe siècle, le Grand Zimbabwe fut abandonné, peut-être en raison de l'épuisement des gisements d'or locaux, de la dégradation environnementale causée par la surexploitation ou de changements dans les routes commerciales. Retournons en Europe pour découvrir les Étrusques, cette civilisation italique pré-romaine qui prospéra en Toscane entre le 8e et le 3e siècle avant notre ère. Leurs cités-États comme Tarquinia, Cervetri et Vulcie furent des centres culturels et commerciaux importants. Les Étrusques excellaient dans la métallurgie, produisant des bronzes raffinés et exploitant les riches gisements de minerais de fer de l'île d'Elbe. Leurs tombes, creusées dans le tuf volcanique ou construites comme des chambres souterraines, imitaient les maisons des vivants, avec des pièces multiples meublées de lits de pierre et ornées de fresques colorées. Ces peintures funéraires dépeignent des banquets joyeux, des musiciens, des danseurs, des athlètes et des scènes de chasse, suggérant une culture qui célébrait les plaisirs terrestres tout en se préparant méticuleusement pour l'au-delà. Les femmes étrusques jouissaient d'un statut social élevé inhabituel pour l'époque, participant aux banquets aux côtés des hommes et possédant des biens en leur nom propre. Ce qui choquait les Grecs et les Romains plus patriarcaux. L'écriture étrusque utilisait un alphabet dérivé du grec, mais leur langue, sans lien apparent avec d'autres langues indo-européennes, n'est que partiellement comprise. Rome absorba progressivement les cités étrusques, adoptant de nombreux aspects de leur culture, notamment les techniques de divination, l'architecture des temples et les spectacles de gladiateurs. Les Celtes, peuples tribaux qui dominèrent une grande partie de l'Europe centrale et occidentale pendant l'âge du fer, n'ont laissé aucune ville monumentale mais une riche culture matérielle et spirituelle. Leurs guerriers talentueux et leurs druides savants impressionnèrent et troublèrent les Grecs et les Romains. Les artisans celtes créaient des objets métalliques d'une beauté extraordinaire, des torques en or torsadés, des fibules élaborées, des miroirs en bronze poli et des boucliers décorés de motifs curvilignes sophistiqués. Leur art privilégiait les formes abstraites et stylisées, des spirales entrelacées, des triskells et des représentations zoomorphes schématiques. Les druides, classe sacerdotale qui exigeait 20 ans d'apprentissage oral, maîtrisaient la poésie, la loi, la médecine, l'astronomie et les rituels sacrés. Ils servaient de juges, de conseillers royaux et d'intermédiaires avec les dieux. Les Celtes vénéraient des divinités associées aux sources, aux rivières, aux forêts et aux montagnes. Ils accomplissaient des rituels dans des bois sacrés et faisaient des offrandes dans des lacs et des tourbières, y jetant des armes précieuses, des bijoux et parfois des victimes sacrificielles. L'expansion romaine conquit progressivement les territoires celtes, culminant avec la conquête de la Gaule par Jules César au 1er siècle avant notre ère. Seule l'Irlande, jamais conquise par Rome, préserva la culture celtique qui s'épanouit au Moyen Âge avec les manuscrits enluminés et l'art insulaire. Voyageons vers le mystérieux royaume d'Aksum en Éthiopie, puissance majeure du monde antique du 1er au 10e siècle de notre ère. Situé stratégiquement entre la mer Rouge et les hauts plateaux africains, Aksum contrôlait des routes commerciales reliant l'Empire romain, l'Arabie, l'Inde et l'Afrique intérieure. Les marchands aksumites exportaient de l'ivoire, de l'encens, des peaux, de l'or et des esclaves, important en retour des textiles, du vin, de l'huile d'olive et des produits de luxe. Les rois aksumites frappaient leur propre monnaie en or, argent et bronze, proclamant ainsi leur souveraineté et facilitant le commerce international. La caractéristique la plus distinctive d'Aksum sont ses stèles monumentales, obélisques de granit monolithique dressés comme marqueurs funéraires royaux.
La plus grande stèle encore debout mesure 24 mètres de hauteur et pèse 150 tonnes. Ces monolithes étaient sculptés pour ressembler à des tours à étages avec des fausses portes et fenêtres. La plus grande stèle jamais érigée mesurait 33 mètres et pesait 500 tonnes, mais elle s'effondra dans l'Antiquité. Sous ces stèles se trouvaient des chambres funéraires souterraines contenant des sarcophages royaux et des offrandes précieuses. Au IVe siècle, le roi Ezana se convertit au christianisme, faisant d'Aksum l'un des premiers royaumes chrétiens du monde. Selon la tradition éthiopienne, la reine de Saba qui visita le roi Salomon était originaire d'Aksum, et leur fils Ménélik aurait remporté l'arche d'alliance à Aksum, où elle serait toujours conservée dans l'église de Notre-Dame-Marie de Sion. Le royaume déclina après le 7e siècle en raison de l'expansion islamique qui coupa ses routes commerciales maritimes. Dans les steppes d'Asie centrale, les Scythes, nomades cavaliers redoutables, dominèrent les vastes plaines entre le 8e et le 2e siècle avant notre ère. Ces guerriers excellaient dans l'équitation et le tir à l'arc, développant des techniques de combat à cheval qui influencèrent les tactiques militaires pendant des siècles. Hérodote, l'historien grec, raconta des récits fascinants et parfois fantastiques sur leurs coutumes. Les guerriers scythes pratiquaient des rituels initiatiques où ils buvaient le sang de leurs premiers ennemis tués au combat. Ils décapitaient leurs ennemis vaincus, et écorchaient leurs crânes qu'ils transformaient en coupes à boire garnies d'or. Les chamans scythes utilisaient le cannabis lors de rituels de purification, inhalant la fumée dans des tentes fermées. Les kurganes, tumulus funéraires royaux, contenaient des trésors extraordinaires. La chambre funéraire du kurgan de Pazyryk en Sibérie, miraculeusement préservée par le père Gélisol, a révélé des textiles en soie brodée, des tapis persans, des selles et des brides en cuir ornées d'or, et même des chevaux sacrifiés en tenue de parade. Les corps des défunts étaient momifiés et tatoués de motifs animaliers élaborés représentant des cerfs, des griffons et des félins stylisés. Les artisans scythes créaient des objets en or d'une virtuosité remarquable. Des pectoraux massifs décorés de scènes narratives montrant des animaux combattants ou des guerriers accomplissant des rituels. Ce style animalier scythe influença l'art sur un vaste territoire allant de la Mongolie à la Hongrie. Les Nabatéens, peuple arabe établi dans le désert du Negev et la Jordanie actuelle, créèrent un royaume prospère centré sur leur capitale Pétra entre le 4e siècle avant notre ère et le 1er siècle de notre ère. Excellents ingénieurs hydrauliques, ils maîtrisaient l'eau dans cet environnement aride grâce à des citernes, des barrages et des canaux qui collectaient et stockaient l'eau des pluies occasionnelles. Pétra, cachée dans un canyon accessible uniquement par une gorge étroite appelée le Sik, abritait près de 20 000 habitants à son apogée. Les Nabatéens sculptèrent des façades monumentales directement dans les falaises de grès rose. Le Kasneh, le trésor, avec sa façade hellénistique ornée de colonnes corinthiennes et de statues, servait probablement de tombeau royal. Le Deir, le monastère, encore plus imposant avec ses 45 mètres de hauteur, couronne une montagne accessible par un escalier de 800 marches taillées dans la roche. Ces monuments combinent des influences architecturales grecques, égyptiennes et du Proche-Orient, reflétant la position de Pétra au carrefour des civilisations. Les caravanes qui transportaient l'encens et la myrrhe depuis l'Arabie du Sud vers la Méditerranée devaient passer par Pétra, enrichissant les Nabatéens qui taxaient ces marchandises précieuses. Lorsque les Romains annexèrent le royaume nabatéen en 106 de notre ère et développèrent de nouvelles routes maritimes vers l'Inde, Pétra déclina progressivement. Un tremblement de terre au IVe siècle endommagea gravement la cité qui fut finalement abandonnée, oubliée du monde occidental jusqu'à sa redécouverte en 1812. Traversons l'Atlantique vers les terres nordiques où les Vikings, navigateurs scandinaves intrépides, explorèrent, commerçaient et colonisèrent de vastes territoires entre le 8e et le 11e siècle. Leurs dracars élégants, navires à faible tirant d'eau propulsés par des rames et une voile carrée, pouvaient naviguer en haute mer comme remonter les rivières peu profondes. Les Vikings établirent des colonies en Islande, au Groenland et même en Amérique du Nord, allant au Midos à Terre-Neuve, 5 siècles avant Christophe Colomb. Leur raid terrifiait l'Europe chrétienne. En 895, ils pillèrent le monastère de Lindisfarne en Angleterre, marquant le début de l'ère viking. Des guerriers scandinaves remontaient les fleuves jusqu'au cœur de l'Europe, assiégeant Paris en 885 et établissant des royaumes en Angleterre, en Irlande et en Normandie. D'autres Vikings, appelés Varegs, descendirent les fleuves russes, fondant des principautés à Novgorod et Kiev. Et commerçant jusqu'à Constantinople où certains servaient comme garde impériale byzantine. La mythologie nordique peuplait le cosmos de dieux guerriers comme Odin, Thor et Freyja, de géants, d'elfes et de nains. Les guerriers vikings aspiraient à mourir au combat pour être accueillis au Valhalla, la salle des Oxys, où ils festoyaient et combattaient jusqu'au Ragnarök, le crépuscule des dieux.
Les funérailles des chefs importants impliquaient parfois l'incinération de navires contenant le corps du défunt accompagné de ses armes, de ses chevaux et parfois de serviteurs sacrifiés. Les pierres runiques gravées commémoraient les exploits des guerriers et marquaient les territoires conquis. Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, le royaume du Ghana, pas situé dans le Ghana moderne mais plutôt dans l'actuelle Mauritanie et Mali, domina le commerce transsaharien de l'or entre le 5e et le 13e siècle. La capitale, Koumbi Saleh, était une métropole cosmopolite abritant peut-être 30 000 habitants, divisée en deux quartiers distincts, la ville royale où résidait le roi et sa cour, et la ville des marchands habitée principalement par des commerçants musulmans nord-africains. Le roi du Ghana, appelé Ghana qui signifie roi guerrier, régnait sur un empire organisé contrôlant les mines d'or et taxant toutes les marchandises traversant son territoire. Les caravanes transportant du sel du Sahara vers le sud échangeaient leurs cargaisons blanches, précieuses dans les régions tropicales, contre de l'or extrait des rivières et des mines de la forêt. Le roi maintenait un monopole royal sur les pépites d'or, ne permettant au commerce que la poudre d'or, préservant ainsi la valeur de cette ressource. Les armées ghanéennes, fortes de milliers de guerriers et de cavaliers, maintenaient l'ordre et collectaient les tribus des royaumes vassaux. Les récits arabes décrivent la splendeur de la cour royale, les audiences où le roi apparaissait paré d'or et entouré de dignitaires, les festins somptueux et les cérémonies élaborées. L'islam pénétra progressivement l'empire, coexistant avec les croyances traditionnelles. Le royaume déclina au XIIIe siècle face aux attaques des Almoravides berbères et à la montée de nouveaux royaumes rivaux. L'empire du Mali succéda au Ghana, atteignant son apogée au XIVe siècle sous le règne de Mansa Musa, considéré comme l'homme le plus riche de l'histoire. Son célèbre pèlerinage à la Mecque en 1324 traversa l'Égypte avec une caravane de 60 000 personnes incluant des soldats, des esclaves, des officiels et des porteurs transportant des tonnes d'or. Mansa Musa distribua tellement d'or au Caire que le prix du métal précieux s'effondra sur le marché égyptien, provoquant une inflation qui dura une décennie. À Tombouctou, devenu centre intellectuel majeur, les érudits accumulaient des bibliothèques de manuscrits traitant de théologie islamique, d'astronomie, de mathématiques, de médecine et de droit. L'université de Sankoré attirait des étudiants de tout le monde musulman. Les marchands échangeaient de l'or, de l'ivoire, des esclaves, du sel et des textiles dans les marchés animés. L'Empire contrôlait les villes commerciales stratégiques et les routes caravanières, amassant d'immenses richesses. Après la mort de Mansa Musa, l'Empire déclina progressivement, fragmenté par des guerres civiles et menacé par le royaume Songhai émerge. Les Phéniciens, marins et commerçants habiles établis sur les côtes du Liban actuel, fondèrent des comptoirs commerciaux à travers toute la Méditerranée. Leurs cités-États comme Tyr, Sidon et Byblos produisaient la pourpre tyrienne, teinture précieuse extraite de milliers de murex, un coquillage marin. Cette couleur violette profonde, symbole de richesse et de pouvoir royal, valait son pesant d'or. Les Phéniciens étaient des constructeurs de navires experts, créant des galères marchandes robustes et des birèmes rapides. Ils naviguaient audacieusement au-delà des colonnes d'Hercule, le détroit de Gibraltar, établissant des colonies sur les côtes atlantiques de l'Espagne et de l'Afrique du Nord. Carthage, fondée par des colons tyriens vers 800 avant notre ère, devint la plus puissante cité phénicienne occidentale, dominant le commerce méditerranéen occidental et rivalisant avec Rome. Les Phéniciens développèrent l'alphabet linéaire qui devint l'ancêtre de presque tous les systèmes alphabétiques modernes, incluant le grec, le latin, l'arabe et l'hébreu. Leurs 22 lettres consonantiques simplifiaient radicalement l'écriture comparée au système cunéiforme ou hiéroglyphique complexe. Les marins phéniciens possédaient des connaissances astronomiques permettant la navigation nocturne. Selon Hérodote, le pharaon Néchao II aurait commandité une expédition phénicienne qui circumnavigua l'Afrique vers 600 avant notre ère, un exploit extraordinaire s'il fut accompli. Les Phéniciens adoraient des divinités comme Baal, dieu de l'orage et de la fertilité, et Astarté, déesse de l'amour et de la guerre. Leurs pratiques religieuses, incluant occasionnellement des sacrifices d'enfants selon les sources romaines hostiles, scandalisaient leurs voisins. Dans les forêts tropicales d'Amérique centrale, la cité olmèque de la Venta prospéra entre 900 et 400 avant notre ère. Son complexe cérémonial incluait une pyramide conique de terre battue haute de 30 mètres, l'une des premières structures pyramidales des Amériques. Les Olmèques enterraient rituellement d'énormes offrandes de haches en jade poli et de miroirs de magnétite soigneusement arrangés selon des motifs géométriques. Puis recouvraient ces cachettes de couches d'argile colorée. La signification de ces rituels élaborés demeure mystérieuse. Les sculptures olmèques représentaient souvent des êtres mi-humains mi-jaguars, possiblement des chamans en transformation. Le jaguar, prédateur suprême de la jungle, incarnait le pouvoir, la fertilité et la connexion avec le monde surnaturel.
Les élites Olmèques se déformaient le crâne en comprimant les têtes des nourrissons entre des planches, créant une forme allongée considérée comme belle et signe de statut élevé. Ils se limaient les dents en pointe et les incrustaient parfois de jade. Leur influence culturelle s'étendit sur une vaste région de Mésoamérique, établissant des motifs religieux et artistiques qui perdurèrent pendant des millénaires. Explorons maintenant les cités de la vallée de l'Indus plus en détail. Mohenjo-Daro, dont le nom signifie le monticule des morts, révèle une sophistication urbaine remarquable. La cité était divisée en une citadelle surélevée et une ville basse. La citadelle contenait des bâtiments publics incluant la grande piscine, un bassin rectangulaire de 12 mètres sur 7, imperméabilisé avec du bitume. Des escaliers permettaient de descendre dans l'eau à chaque extrémité. Des pièces adjacentes servaient probablement à se changer. La fonction religieuse de cette structure semble probable, peut-être des bains rituels de purification. À proximité se trouvait un grenier massif capable de stocker d'énormes quantités de céréales, suggérant un système centralisé de collecte et de redistribution alimentaire. La ville basse s'organisait en blocs rectangulaires séparés par des rues principales orientées nord-sud et est-ouest, avec des ruelles plus étroites créant un quadrillage régulier. Les maisons en briques cuites étaient généralement à 2 étages, construites autour d'une cour intérieure pour la ventilation et la lumière. Presque chaque maison possédait une salle de bain avec un sol légèrement incliné permettant l'évacuation de l'eau vers les égouts de la rue. Ce système sanitaire sophistiqué, avec ses égouts couverts et ses puits d'inspection, ne serait égalé en Europe que 2000 ans plus tard. Les artisans de l'Indus produisaient des perles en cornaline, des figurines en terre cuite, des bijoux en or et en argent, et des textiles en coton, la plus ancienne utilisation connue de cette fibre. Leur déclin reste mystérieux. Des squelettes retrouvés dans les rues suggèrent une faim violente pour certains habitants. Mais l'absence de fortifications massives ou de preuves de destruction généralisée complique l'interprétation. Les changements climatiques affectant les modèles de mousson et les cours des rivières semblent avoir joué un rôle majeur. Au cœur de l'Anatolie, la civilisation hittite domina le Proche-Orient entre 1600 et 1200 avant notre ère. Leur capitale Hattusa, située dans les hautes terres arides de la Turquie centrale, était protégée par des murailles cyclopéennes longues de 6 km percées de portes monumentales ornées de lions et de sphinx sculptés. Le royaume hittite rivalisa avec l'Égypte pour le contrôle de la Syrie. La bataille de Kadesh en 1274 avant notre ère, combattue entre Ramsès II et le roi hittite Muwatalli II, fut l'une des plus grandes batailles de chars de l'Antiquité, opposant peut-être 50 000 combattants. Bien que chaque camp ait revendiqué la victoire, le conflit se termina par un traité de paix, le plus ancien traité international connu, gravé sur des tablettes en akkadien et en hittite. Les Hittites maîtrisaient la métallurgie du fer, technologie gardée secrètement qui leur conférait un avantage militaire significatif. Leurs forgerons produisaient des armes et des outils en fer forgé supérieurs au bronze. Leur système légal sophistiqué prescrivait des compensations plutôt que des châtiments corporels pour de nombreux crimes. Leur panthéon comptait 1000 dieux empruntés aux peuples qu'ils avaient conquis ou avec lesquels ils commerçaient. L'effondrement de l'Empire hittite vers 1200 avant notre ère coïncida avec l'effondrement de l'âge du bronze. Période mystérieuse où plusieurs grandes civilisations méditerranéennes s'effondrèrent simultanément, possiblement en raison d'invasions des peuples de la mer, de catastrophes climatiques, de tremblements de terre ou d'effondrements systémiques des réseaux commerciaux. Terminons notre voyage par Göbekli Tepe en Turquie, site archéologique qui a révolutionné notre compréhension de la préhistoire. Construit il y a environ 11 600 ans, pendant la période néolithique pré-céramique. Ce complexe de structures mégalithiques précède Stonehenge de plus de 6000 ans et les pyramides égyptiennes de 7000 ans. Des piliers hantés de calcaire, certains pesant jusqu'à 16 tonnes, étaient érigés en cercles concentriques. Ces monolithes étaient ornés de bas-reliefs sophistiqués représentant des animaux, scorpions, renards, lions, taureaux, serpents et vautours, ainsi que des symboles abstraits dont la signification nous échappe. Le site ne montre aucune trace d'habitation permanente. Il servait vraisemblablement de centre cérémoniel où des groupes de chasseurs-cueilleurs se rassemblaient périodiquement pour accomplir des rituels. Cette découverte bouleverse l'hypothèse traditionnelle selon laquelle l'agriculture précédait l'architecture monumentale. Göbekli Tepe suggère que l'impulsion religieuse et le besoin de créer des espaces sacrés pourraient avoir motivé les premières formes d'organisation sociale complexes et même stimulé la transition vers l'agriculture pour nourrir les groupes participant à la construction et aux cérémonies. Après plusieurs siècles d'utilisation, le site fut délibérément enseveli sous des tonnes de terre, préservant miraculeusement les structures pour les archéologues modernes. Les motivations de cet enfouissement intentionnel demeurent inconnues,
ajoutant une couche supplémentaire de mystère à ce site extraordinaire qui repousse les frontières de la civilisation humaine vers un passé encore plus lointain. Poursuivons notre exploration vers l'Empire perse achéménide, fondé par Cyrus le Grand au VIe siècle avant notre ère. Ce fut le plus vaste empire du monde antique, s'étendant de l'Indus à la Méditerranée, de l'Égypte aux steppes d'Asie centrale. Cyrus, monarque éclairé, respectait les coutumes et les religions des peuples conquis, politique inhabituelle pour l'époque. Lorsqu'il conquit Babylone en 539 avant notre ère, il libéra les Juifs de leur captivité babylonienne et leur permit de retourner à Jérusalem reconstruire leur temple. Le cylindre de Cyrus, découvert dans les ruines de Babylone, contient une déclaration royale inscrite en akkadien qui proclame les conquêtes de Cyrus et sa politique de tolérance religieuse. Souvent considérée comme la première charte des droits de l'homme. Sous Darius Ier, l'Empire achéménide atteignit son apogée organisationnel. Il divisa ses vastes territoires en 20 satrapies, provinces gouvernées par des satrapes nommés par le roi mais jouissant d'une autonomie considérable. Un réseau routier impressionnant reliait les régions de l'Empire. La route royale, longue de 2600 km, connectait Sardes en Anatolie à Suse en Perse. Jalonnée de relais équestres permettant aux messagers royaux de transmettre rapidement les ordres impériaux. Darius construisit Persépolis, capitale cérémonielle spectaculaire nichée au pied des montagnes iraniennes. Les ruines majestueuses témoignent encore de la grandeur passée. L'escalier monumental mène à la terrasse où s'élevaient des palais aux colonnes élancées. Des salles d'audience au plafond soutenues par des forêts de piliers sculptés en forme de têtes de taureaux ou de lions ailés. Les murs étaient ornés de reliefs représentant des délégations de tous les peuples de l'Empire apportant des tribus au roi des rois, des Éthiopiens avec leurs défenses d'ivoire, des Bactriens avec leurs chameaux, des Ioniens avec leurs amphores, des Indiens avec leurs tissus précieux. Chaque année, lors de la fête du Nouvel An perse, le Nowruz, ces délégations convergeaient vers Persépolis pour réaffirmer leur allégeance au souverain universel. Les Perses adoraient Ahura Mazda, dieu suprême du zoroastrisme, religion dualiste qui concevait l'existence comme une lutte cosmique entre la vérité et le mensonge, la lumière et les ténèbres, le bien et le mal. Les adeptes devaient choisir leur camp par leurs pensées, paroles et actions. Les morts n'étaient ni enterrés ni incinérés mais exposés dans des tours du silence où les vautours consumaient leur chair, évitant ainsi de souiller les éléments sacrés de la terre et du feu. Alexandre le Grand conquit l'Empire perse en seulement 10 ans, de 334 à 324 avant notre ère. Son empire éphémère s'étendit de la Grèce à l'Inde, propageant la culture hellénistique à travers le monde connu. Après sa mort prématurée à 32 ans, ses généraux, les Diadoques, se partagèrent ses conquêtes, créant plusieurs royaumes hellénistiques. Ptolémée établit une dynastie en Égypte qui dura 3 siècles jusqu'à Cléopâtre VII. Alexandrie, fondée par Alexandre sur le delta du Nil, devint le centre intellectuel du monde hellénistique. Sa bibliothèque légendaire aspirait à rassembler tout le savoir humain, accumulant des centaines de milliers de rouleaux de papyrus. Des savants comme Euclide qui systématisa la géométrie, Ératosthène qui calcula avec précision la circonférence de la Terre, et Archimède qui révolutionna les mathématiques et la physique travaillèrent à Alexandrie où furent inspirés par son rayonnement intellectuel. Le phare d'Alexandrie, l'une des 7 merveilles du monde antique, guidait les navires avec sa lumière visible à des dizaines de kilomètres. Haut de plus de 100 mètres, cette tour monumentale comportait 3 étages de taille décroissante. Couronnée d'un miroir qui réfléchissait la lumière du feu pendant la nuit et celle du soleil pendant le jour. La destruction de la bibliothèque d'Alexandrie lors de plusieurs incendies au fil des siècles représente l'une des plus grandes pertes culturelles, scientifiques et philosophiques irremplaçables disparurent dans les flammes, nous privant à jamais d'une partie considérable du savoir antique. Dans la péninsule arabique, le royaume de Saba, mentionné dans la Bible et le Coran, prospéra dans ce qui est aujourd'hui le Yémen entre le Xe siècle avant notre ère et le IIIe siècle de notre ère. La légendaire reine de Saba aurait visité le roi Salomon à Jérusalem, impressionné par sa sagesse, apportant des cadeaux somptueux d'or, de pierres précieuses et d'épices. Les Sabéens contrôlaient le commerce lucratif de l'encens et de la myrrhe, résines aromatiques extraites d'arbres poussant dans les hautes terres du sud de l'Arabie. Ces substances précieuses étaient brûlées dans les temples à travers tout le monde antique, depuis l'Égypte jusqu'à Rome. Les caravanes transportaient ces aromates le long de routes dangereuses à travers le désert d'Arabie jusqu'au port méditerranéen. Le barrage de Marib, prouesse d'ingénierie hydraulique, captait les eaux des crues saisonnières, irriguant des milliers d'hectares de terres agricoles dans cette région aride. Long de 620 mètres et haut de 15 mètres, ce barrage en terre et en pierre permettait la prospérité de la région, soutenant une population nombreuse et des cités florissantes.
L'inscription monumentale du temple d'Awam énumère les offrandes somptueuses dédiées au dieu Almaka, incluant des statues d'or et d'argent, des taureaux sacrifiés et des aromates brûlés. La rupture catastrophique du barrage au VIe siècle de notre ère peut être causée par un tremblement de terre ou une négligence de l'entretien. Provoqua une inondation dévastatrice qui détruisit les systèmes d'irrigation. Cette catastrophe déclencha des migrations massives de tribus arabes vers le nord, événement qui aurait influencé indirectement la montée de l'islam au siècle suivant. Explorons maintenant l'Empire Khmer plus en profondeur. Au-delà d'Angkor Wat, les rois Khmer construisirent des dizaines de temples magnifiques. Le Bayon, temple d'État de Jayavarman s'est construit au XIIe siècle. Se distingue par ses 54 tours ornées de plus de 200 visages monumentaux souriant énigmatiquement dans toutes les directions. Ces visages gigantesques, mesurant jusqu'à 2 mètres de haut, représentent probablement Avalokiteshvara, le bodhisattva de la compassion, ou peut-être le roi lui-même identifié à cette divinité. Les galeries du Bayon sont décorées de bas-reliefs extraordinaires dépeignant non seulement des scènes mythologiques mais aussi la vie quotidienne du royaume Khmer, marchés animés, combats de coqs, parties de chasse, batailles navales sur le lac Tonlé Sap. Le temple de Taprom fut délibérément laissé dans l'état où les explorateurs français le découvrirent au XIXe siècle. Ces structures enlacées par les racines massives de fromagers géants et de figuiers étrangleurs qui semblent dévorer lentement la pierre. Les racines ondulantes, certaines épaisses comme des éléphants, s'insinuent entre les blocs de pierre, créant une fusion surréaliste entre nature et architecture qui évoque la puissance du temps et de la végétation tropicale. Le système hydraulique d'Angkor représentait une merveille d'ingénierie. Les barrets ne servaient pas seulement de réservoir mais symbolisaient les océans cosmiques entourant le mont Méru. L'eau était acheminée par des canaux vers les douves entourant les temples, créant des reflets magnifiques et renforçant la symbolique de temples-montagnes émergeant de la mer primordiale. Cependant, la complexité même de ce système le rendait vulnérable. Les chercheurs utilisant la technologie LIDAR ont révélé que le réseau hydraulique s'étendait sur des centaines de kilomètres carrés, reliant temples, réservoirs, canaux et digues dans un système intégré extraordinairement complexe. Des variations climatiques provoquant des moussons irrégulières auraient pu surcharger ou assécher ce système. Les inondations destructrices auraient endommagé les infrastructures tandis que les sécheresses auraient tari les réservoirs, compromettant l'irrigation des rizières et donc la base alimentaire de la civilisation khmer. Retournons aux Amériques pour explorer les Nazca du sud du Pérou, célèbres pour les lignes énigmatiques tracées dans le désert entre 200 avant notre ère et 600 de notre ère. Ces géoglyphes gigantesques, visibles seulement depuis les airs, représentent des animaux stylisés, des plantes, des figures géométriques et des lignes parfaitement droites s'étendant sur des kilomètres. Un singe, une araignée, un colibri, un condor et des dizaines d'autres figures furent créées en retirant les cailloux sombres de la surface pour révéler le sol clair en dessous. Les dimensions sont stupéfiantes, l'araignée mesure 46 mètres de long, le colibri 93 mètres. La fonction de ces lignes reste débattue. Certains chercheurs suggèrent qu'elles constituaient un calendrier astronomique géant ou des chemins rituels parcourus lors de cérémonies religieuses. La théorie astronomique propose que certaines lignes pointaient vers les positions du Soleil lors des solstices ou vers des constellations importantes. La théorie rituelle suggère que les Nazca marchaient le long de ces lignes lors de processions destinées à implorer les dieux pour la pluie dans cette région extrêmement aride. Les Nazca créèrent également des aqueducs souterrains ingénieux appelés Pukyo qui canalisaient l'eau des nappes phréatiques vers les champs cultivés. Ces systèmes hydrauliques permettaient l'agriculture dans un environnement où il ne pleut pratiquement jamais. Leurs textiles polychromes, tissés avec un savoir-faire exceptionnel, représentaient des créatures mythologiques, des divinités et des scènes rituelles. Les têtes trophées apparaissent fréquemment dans l'iconographie Nazca, suggérant des pratiques de décapitation rituelle. Des fouilles ont révélé des crânes humains percés pour y passer une corde, probablement arborée comme trophée de guerre ou offrande sacrificielle. Les Mochica, contemporains des Nazca mais établis sur la côte nord du Pérou, développèrent une civilisation sophistiquée entre 100 et 700 de notre ère. Ils construisirent d'immenses pyramides en adobe, notamment la Huaca del Sol, monument de 43 mètres de haut qui nécessita probablement 140 millions de briques d'adobe. Ces pyramides servaient de plateforme pour des temples et des résidences de l'élite. Les Mochica excellaient dans la métallurgie, créant des bijoux en or et en argent d'une complexité technique remarquable, utilisant des techniques comme la dorure, le filigrane et l'incrustation de pierres semi-précieuses. Leur céramique figurative constitue une source d'informations extraordinaires sur leur culture. Les potiers Mochica créèrent des milliers de vases sculptés représentant avec un réalisme saisissant des visages humains, des animaux, des plantes, des scènes érotiques.
Des rituels religieux et des activités quotidiennes. Certaines céramiques dépeignent des maladies, fournissant aux paléopathologistes des informations sur les affections médicales préhispaniques. Les tombes royales Mochica, comme celle du seigneur de Sipan découverte intacte en 1987, contenaient des trésors fabuleux. Ornements d'or représentant des araignées aux pattes articulées, casques en or martelé, pectoraux incrustés de turquoise, sceptres cérémoniels, et centaines de pots de céramique. Le défunt était accompagné de plusieurs individus sacrifiés, incluant des guerriers, des serviteurs et des concubines, destinés à le servir dans l'au-delà. Les Mochica déclinèrent au 8e siècle, peut-être en raison de catastrophes climatiques liées au phénomène El Niño qui apportèrent des inondations dévastatrices suivies de sécheresses prolongées, détruisant les systèmes d'irrigation et provoquant famine et instabilité sociale. Voyageons maintenant vers l'Afrique australe et le royaume du Mapingubo, prédécesseur du Grand Zimbabwe. Entre le XIe et le XIIIe siècle, Mapingubo contrôlait le commerce de l'or et de l'ivoire avec les marchands swahili de la côte africaine. Le site archéologique révèle une hiérarchie sociale marquée, l'élite royale résidait au sommet d'une colline escarpée, physiquement séparée des roturiers habitant en contrebas. La tombe d'un roi de Mapingubo contenait un rhinocéros en or, statuette créée en martelant de fines feuilles d'or sur un noyau de bois sculpté. Cet objet d'art exquis, devenu symbole national de l'Afrique du Sud moderne, témoigne de la sophistication des artisans locaux. Des perles de verre importées d'Inde, de la porcelaine chinoise et des tissus cotonniers démontrent l'étendue des réseaux commerciaux reliant l'Afrique australe à l'océan Indien et au-delà. Le site fut abandonné au XIIIe siècle, peut-être en raison de l'épuisement des ressources locales ou du déplacement des routes commerciales vers le nord où émergea le Grand Zimbabwe. Retournons en Méditerranée pour explorer les Minoens plus profondément. Au-delà de Knossos, les Minoens construisirent d'autres palais complexes à Festo, Malia et Zakro. Ces structures labyrinthiques comportaient des centaines de pièces disposées asymétriquement autour de cours centrales. Des magasins alignés d'énormes jarres en argile appelées pitois, hautes de 2 mètres, qui stockaient de l'huile d'olive, du vin, du grain et d'autres denrées. Les artisans minoens produisaient des bijoux délicats en or, des vases en pierre finement sculptés et des fresques éclatantes. Ces peintures murales dépeignent une société apparemment pacifique et prospère, célébrant la nature, les rituels religieux et les activités de loisirs. Les femmes occupaient une place importante dans la société minoenne, apparaissant dans l'art avec des robes élaborées à volants, des coiffures sophistiquées et participant activement aux cérémonies religieuses. La déesse aux serpents, figurine en faïence représentant une femme tenant des serpents dans chaque main, suggère le culte d'une divinité féminine, possiblement une déesse mère. Le sport de la tauromachie, représenté dans de nombreuses fresques, pourrait avoir eu une dimension rituelle, les athlètes démontrant leur courage et leur agilité en défiant le taureau sacré. L'éruption de Santorin, l'une des plus puissantes de l'histoire humaine, expulsa des dizaines de kilomètres cubes de magma, effondrant le volcan et créant une caldeira géante remplie par la mer. Les tsunamis générés dévastèrent les côtes crétoises. Les cendres volcaniques retombèrent sur une vaste région, obscurcissant le ciel, détruisant les récoltes et empoisonnant les sources d'eau. Même si Knossos et d'autres palais survécurent physiquement, le désastre économique et social aurait fragilisé la civilisation minoenne, la rendant vulnérable aux invasions mycéniennes qui suivirent. Les Mycéniens, Grecs continentaux de l'âge du bronze, conquirent la Crète et absorbèrent la culture minoenne vers 1400 avant notre ère. Leur civilisation guerrière érigea des citadelles fortifiées à Mycène, Tirynthe et Pylos. Les murailles cyclopéennes de Mycène, construites avec d'énormes blocs de pierre pesant plusieurs tonnes, impressionnèrent tellement les Grecs postérieurs qu'ils attribuèrent leur construction aux Cyclopes, géants mythologiques. La porte des lions, entrée monumentale ornée d'un fronton sculpté représentant 2 lions flanquant une colonne, symbolisait la puissance royale. Les tombes à Tholos, chambres funéraires circulaires construites en encorbellement et recouvertes de tumulus, témoignent de l'importance accordée aux rites funéraires. Le trésor d'Atrée, la plus grande Tholos mycénienne, possède une chambre principale de 14 mètres de diamètre et 13 mètres de hauteur, construite avec une précision architecturale remarquable. Les masques funéraires en or, comme le célèbre masque d'Agamemnon découvert par Heinrich Schliemann, recouvraient les visages des rois défunts. Les tombes royales contenaient des armes magnifiquement décorées, des épées en bronze damasquinées de scènes de chasse, des poignards incrustés d'or et d'argent représentant des lions attaquant des taureaux. Les tablettes en linéaire B, déchiffrées dans les années 1950, révèlent une bureaucratie palatiale détaillée qui enregistrait méticuleusement les stocks, les rations distribuées, les terres possédées et les travailleurs assignés.
La civilisation mycénienne s'effondra vers 1200 avant notre ère lors de l'effondrement de l'âge du bronze. Les palais furent détruits et abandonnés. La Grèce entra dans une période obscure de plusieurs siècles, les âges sombres grecs, où l'écriture fut oubliée et les réalisations artistiques et architecturales régressèrent considérablement. Dirigeons-nous vers l'Asie centrale pour découvrir les cités de la route de la soie. Samarcand, oasis située au cœur de l'Ouzbékistan actuel, servait de carrefour commercial majeur depuis l'Antiquité. Les caravanes transportant de la soie chinoise, des épices indiennes, des chevaux persans et des esclaves turcs convergeaient vers ces marchés animés. Sous le règne de Tamerlan au XIVe siècle, Samarcand devint la capitale d'un empire éphémère s'étendant de la Turquie à l'Inde. Tamerlan, conquérant impitoyable qui construisit des pyramides de crânes dans les villes qu'il saccageait, était néanmoins un mécène des arts et de l'architecture. Il fit venir à Samarcand des artisans capturés de toutes les régions conquises pour construire des monuments grandioses. La mosquée Bibi Kanim, construite pour commémorer sa campagne indienne, était l'une des plus grandes mosquées du monde islamique avec ses portails monumentaux et son dôme gigantesque. Les médersas décorés de mosaïques de faïence émaillées dans des nuances de bleu turquoise, de vert et de jaune créent des façades éblouissantes. L'observatoire d'Ulugh-Beg, petit-fils de Tamerlan et astronome passionné, abritait un sextant géant de 40 mètres de rayon encastré dans une tranchée souterraine. Ulugh-Beg utilisa cet instrument pour créer des tables astronomiques d'une précision remarquable. Cataloguant 1018 étoiles avec une exactitude qui ne serait surpassée qu'au XVIe siècle européen. Boukhara, autre perle de la route de la soie, était réputé comme centre d'érudition islamique. Avicenne, le célèbre médecin et philosophe médiéval, y étudia et pratiqua. Ses œuvres médicales et philosophiques influencèrent profondément la pensée européenne pendant des siècles. La cité comptait des centaines de mosquées et de médersas où l'on enseignait la théologie, le droit islamique, les mathématiques, l'astronomie et la médecine. Les poètes persans comme Rudaki composaient des vers exquis célébrant l'amour, le vin et la beauté de la nature. Les miniaturistes créaient des manuscrits illuminés d'une délicatesse extraordinaire, illustrant des épopées héroïques et des traités scientifiques. Les bazars couverts offraient des soieries chatoyantes, des tapis tissés à la main aux motifs géométriques complexes, des épices aromatiques, des fruits secs et des pâtisseries au miel. Les caravansérails, auberges fortifiées, accueillaient les marchands et leurs chameaux, offrant repos, nourriture et protection contre les bandits qui infestaient les routes désertiques. Explorons maintenant les royaumes médiévaux d'Afrique de l'Ouest. L'Empire Songhai, qui succéda au Mali au XVe siècle, contrôla un territoire encore plus vaste. Sous Soni Ali et Askia Mohamed, l'Empire atteignit son apogée, s'étendant de l'Atlantique au centre du Niger actuel. Gao, la capitale, et Tombouctou, centre commercial et intellectuel, prospérèrent grâce au commerce transsaharien. Les manuscrits de Tombouctou, redécouverts récemment et préservés par des familles locales pendant des siècles, révèlent l'étendue impressionnante du savoir produit en Afrique de l'Ouest médiévale. Ces textes traitent de sujets variés incluant l'astronomie, les mathématiques, la médecine, le droit islamique, la philosophie et même la chimie. Les bibliothèques privées contenaient des milliers de manuscrits copiés à la main, certains ornés d'enluminures dorées. Les savants débattaient de questions théologiques complexes. Calculaient les positions des planètes pour établir des calendriers précis et pratiquaient des interventions chirurgicales documentées dans leurs traités médicaux. Cette efflorescence intellectuelle démontre que l'Afrique subsaharienne n'était pas isolée du monde islamique mais participait activement aux échanges intellectuels et scientifiques de son époque. Le royaume du Bénin, situé dans le Nigeria actuel, prospéra du XIIIe au XIXe siècle. Sa capitale, Benin City, impressionna les voyageurs européens qui la visitèrent au XVIe siècle. Un ambassadeur portugais la décrivit comme une cité aussi grande que Lisbonne, avec de larges avenues bordées d'arbres et des maisons propres et bien organisées. Le palais royal était un complexe vaste comportant des cours, des salles de réception et des sanctuaires dédiés aux ancêtres royaux. Les artisans du Bénin produisirent des œuvres d'art en bronze parmi les plus raffinées jamais créées. Utilisant la technique de la cire perdue, ils coulaient des plaques de bronze ornant les piliers du palais, représentant des scènes de guerre, de chasse et de cérémonies de cour avec un réalisme et une maîtrise technique stupéfiants. Les têtes commémoratives en bronze des rois défunts, avec leurs traits idéalisés et leurs coiffes élaborées, servaient d'objets rituels sur les autels ancestraux. L'ivoire sculpté, matériau rare et précieux, était réservé aux objets royaux comme des défenses gravées, des bracelets et des masques cérémoniels. Le commerce avec les Portugais introduisit de nouveaux biens comme les perles de corail rouge qui devinrent des symboles de statut royal. Le corail étant associé au sang et donc au pouvoir vital de l'Obéa, le roi divin.
Retournons en Asie pour explorer les royaumes de la péninsule coréenne. Goguryeo, l'un des 3 royaumes de Corée, contrôla un vaste territoire incluant le nord de la péninsule coréenne et une partie de la Mandchourie entre le 1er et le 7e siècle de notre ère. Les tombes royales de Goguryeo, situées en Corée du Nord et en Chine, contiennent des fresques murales remarquablement préservées. Ces peintures dépeignent la vie quotidienne, des scènes de chasse, des constellations célestes et des créatures mythologiques. Les 4 animaux gardiens, le dragon azur de l'Est, le tigre blanc de l'Ouest, l'oiseau vermillon du Sud et la tortue noire du Nord, protégeaient le défunt sur les 4 murs de la chambre funéraire. Goguryeo résista avec succès à plusieurs invasions de dynasties chinoises. Notamment lors de la bataille de Salsu en 612 où le général Ji Mindok anéantit une armée d'invasion estimée à 300 000 hommes. Le royaume adopta le bouddhisme au IVe siècle, construisant des temples et des pagodes, et développant une tradition de peinture bouddhique et de sculpture. Sia, autre royaume coréen, unifia la péninsule au 7e siècle avec l'aide de la dynastie Tang chinoise. Gyeongju, capitale de Sia, fut surnommée la cité sans mur car la dynastie se sentait suffisamment sécurisée pour ne pas fortifier sa capitale. La cité contenait des temples bouddhiques magnifiques, des palais royaux et des milliers de tumulus funéraires parsemant le paysage urbain comme des collines artificielles. La grotte de Seogguram abrite un chef-d'œuvre de l'art bouddhique, une statue monumentale du Bouddha assis en méditation, parfaitement proportionnée et exprimant une sérénité sublime. La chambre de granit, construite au 8e siècle avec une précision mathématique remarquable, crée une acoustique parfaite et un environnement spirituel propice à la contemplation. Les couronnes royales de Sia, découvertes dans les tumulus, sont des objets d'orfèvrerie stupéfiants. Délicates structures d'or martelées en forme d'arbre avec des branches se balançant ornées de feuilles d'or et de jade. Ces couronnes, si fragiles qu'elles auraient été impraticables à porter régulièrement, servaient probablement uniquement lors de cérémonies rituelles ou comme objets funéraires. Explorons maintenant le royaume de Pagan en Birmanie, ou entre le XIe et le XIIIe siècle. Les rois construisirent plus de 10 000 temples et pagodes bouddhiques dans la plaine de Bagan le long du fleuve Irrawaddy. Cette concentration architecturale extraordinaire témoigne d'une ferveur religieuse intense et d'une prospérité économique basée sur l'agriculture irriguée. Les temples varient en taille et en style. Des petits sanctuaires aux massives structures comme le temple d'Ananda avec ses 4 statues colossales du Bouddha regardant dans les 4 directions cardinales. Les murs intérieurs sont couverts de fresques représentant les vies antérieures du Bouddha, les Jataka. Racontées dans un style narratif vivant avec des détails sur la vie quotidienne birmane médiévale. La pagode Chwezigon, stupa doré massif contenant des reliques sacrées, devint un modèle pour les stupas birmans ultérieurs. Le roi Anaorata, qui unifia la Birmanie et introduisit le bouddhisme Theravada comme religion d'État, aurait transporté les écritures bouddhiques depuis le royaume Mon conquis sur 32 éléphants blancs. Le déclin de Pagan au XIIIe siècle coïncida avec les invasions mongoles. Kubilai Khan, petit-fils de Genghis Khan, envoya des armées qui vainquirent les Birmans et pillèrent la capitale, bien que l'empire mongol n'occupa jamais durablement la région. L'empire mongol lui-même représente un phénomène historique stupéfiant. En l'espace d'un siècle, les tribus nomades mongoles, unifiées par Genghis Khan, conquirent le plus vaste empire terrestre continu jamais existé, s'étendant du Pacifique à la Méditerranée. De la Sibérie à l'Inde. Les cavaliers mongols, experts en équitation et en tir à l'arc depuis l'enfance, utilisaient des tactiques de guerre sophistiquées incluant les feintes, les encerclements et les attaques surprises. Leur mobilité leur permettait de parcourir des distances extraordinaires, apparaissant soudainement là où l'ennemi ne les attendait pas. Les Mongols adaptaient volontiers les technologies des peuples conquis, employant des ingénieurs chinois pour construire des catapultes et des machines de siège. Des administrateurs persans pour gérer leur vaste territoire. Bien que réputés pour leur brutalité, massacrant des villes entières qui résistaient, les Mongols établirent la Pax Mongolica. Période de stabilité relative où les routes commerciales à travers l'Asie devinrent plus sûres. Les marchands, les diplomates, les religieux et les aventuriers comme Marco Polo voyageaient de l'Europe à la Chine, échangeant des biens, des idées et des technologies. La peste noire, pandémie dévastatrice qui tua peut-être un tiers de la population européenne au XIVe siècle, se propagea probablement le long de ces routes commerciales mongoles depuis l'Asie centrale vers l'ouest. Explorons maintenant les cités-États de la civilisation étrusque plus en profondeur. Vulcie, puissante cité étrusque, produisit des œuvres d'art extraordinaires. Ces nécropoles contenaient des milliers de tombes dont les chambres souterraines imitaient les maisons des vivants avec des lits, des chaises et des tables sculptées dans la roche volcanique.
Les peintures funéraires de Tarquinia représentent des scènes de banquet où les défunts festoient joyeusement, servis par des esclaves, divertis par des musiciens jouant de la double flûte et de la lyre. Des danseurs exécutent des mouvements gracieux, leur silhouette délicate captée avec un sens aigu du mouvement. Ces images suggèrent une conception optimiste de l'au-delà comme prolongement des plaisirs terrestres. Les Étrusques croyaient en la divination, notamment par l'examen des foies d'animaux sacrifiés. Des modèles de foie en bronze, divisés en sections correspondant à différentes divinités, guidaient les haruspices dans leur interprétation des présages. Le foie de Plaisance, découvert en 1877, porte des inscriptions étrusques identifiant les sections divines, fournissant des informations précieuses sur la religion et la langue étrusque. Les femmes étrusques jouissaient de liberté qui choquait les observateurs grecs et romains. Elles participaient aux banquets allongés à côté de leurs maris, buvaient du vin et conversaient librement avec les hommes. Comportement considéré comme scandaleux dans les sociétés grecques et romaines patriarcales où les femmes respectables demeuraient recluses dans leur quartier. Dirigeons-nous vers la vallée de l'Oxus en Asie centrale où la civilisation de Bactriane Margiane, également appelée civilisation de l'Oxus, prospéra entre 2200 et 1800 avant notre ère. Cette culture mal connue construisit des centres urbains fortifiés avec des murs massifs en briques crues. Les fouilles ont révélé des palais, des temples et des ateliers artisanaux. Les artisans produisaient des objets en métal précieux, notamment des vases en argent et en or décorés de scènes mythologiques, des sceaux en pierre gravés de motifs animaliers et géométriques, et des statuettes féminines stylisées. Le trésor d'Oxus, collection de plusieurs centaines d'objets en or et en argent datant de l'époque achéménide mais probablement héritière de traditions plus anciennes, contient des figurines, des bracelets, des plaques décoratives et un modèle réduit d'un char tiré par 4 chevaux. Cette région fut un carrefour culturel où se rencontraient les influences de la Mésopotamie, de l'Iran, de l'Indus et des steppes eurasiennes. La civilisation de l'Oxus déclina mystérieusement vers 1800 avant notre ère. Peut-être en raison de changements climatiques qui asséchèrent les rivières alimentant les systèmes d'irrigation. Retournons au Japon ancien pour explorer la période Kofun, période des grandes sépultures entre le IIIe et le VIIe siècle de notre ère. Les élites japonaises construisirent d'énormes tumulus funéraires appelés Kofun, dont certains mesurent plusieurs centaines de mètres de long. Le Kofun de l'empereur Nintoku près d'Osaka mesure 486 mètres de longueur, couvre 32 hectares et nécessita peut-être 2000 travailleurs pendant 15 ans pour sa construction. Ces tumulus géants avaient souvent une forme caractéristique de trous de serrure vus du ciel. Leur surface était plantée d'arbres et entourée de douves remplies d'eau. Des milliers de haniwa, figurines en terre cuite, étaient disposées autour et sur le tumulus. Ces sculptures représentaient des guerriers en armure, des chevaux harnachés, des maisons, des bateaux, des serviteurs et des animaux, créant une garde d'honneur céramique pour le défunt. L'intérieur de la chambre funéraire contenait le sarcophage du souverain accompagné d'objets précieux, miroirs en bronze poli, épée à double tranchant, joyaux en jade en forme de virgule appelés magatama, armure lamellaire et couronne d'or. Ces 3 types d'objets, miroirs, épée et joyaux, devinrent les insignes impériaux du Japon, symbolisant respectivement la sagesse, le courage et la bienveillance. L'introduction du bouddhisme depuis la Corée au VIe siècle transforma graduellement les pratiques funéraires japonaises, la crémation remplaçant progressivement l'inhumation. Explorons maintenant les royaumes africains de la région des Grands Lacs. Le royaume du Rwanda développa une société hautement stratifiée où les Tutsis, éleveurs de bétail, dominaient les Hutus, agriculteurs, et les Twa, chasseurs-cueilleurs et potiers. Le Mwami, roi sacré, régnait depuis sa capitale itinérante, se déplaçant entre plusieurs résidences royales. Un système complexe de chefs politiques et de chefs du bétail administrait le royaume. Les tambours royaux, appelés kalinga, symbolisaient le pouvoir royal et étaient gardés avec une vénération extrême. La tradition orale, transmise par des bardes professionnels, préservait la mémoire dynastique et les codes culturels. Les poètes de cour composaient des vers épiques célébrant les exploits des rois et des guerriers. La vache, animal sacré, constituait la mesure de richesse et de statut social. Les cornes de vache étaient sculptées et utilisées comme récipients cérémoniels. Le royaume résista à la colonisation européenne jusqu'à la fin du XIXe siècle, préservant ses structures traditionnelles plus longtemps que de nombreux autres royaumes africains. Le royaume du Buganda sur les rives du lac Victoria construisit une monarchie puissante avec une administration sophistiquée. Le Kabaka, roi du Buganda, gouvernait depuis sa capitale Kampala à travers un réseau de chefs provinciaux et de conseillers royaux. Le palais royal, complexe de structures en roseau et en bois,
abritait la cour royale où se déroulaient des cérémonies élaborées. Les tambours royaux battaient des rythmes complexes lors des audiences royales et des festivals. Les artisans produisaient des tissus d'écorce battue décorés de motifs géométriques, des paniers tressés d'une grande finesse et des lances cérémonielles. La flotte royale de pirogues géantes, certaines pouvant transporter 50 rameurs, dominait le lac Victoria, permettant au royaume de contrôler le commerce lacustre. Les divinités traditionnelles incluaient Mukasa, dieu du lac, et Kibuka, dieu de la guerre. Des médiums entraient en transe pour communiquer avec les esprits et délivrer des oracles. La société Buganda valorisait l'éloquence, la diplomatie et les arts oratoires. Les jeunes nobles recevaient une éducation sophistiquée incluant l'histoire, la poésie, la musique et l'étiquette de cour. Voyageons vers le royaume du Monomotapa dans l'actuel Zimbabwe et Mozambique, qui prospéra du XVe au XVIIe siècle. Ce royaume contrôlait les mines d'or et le commerce avec les ports swahili de la côte. Les Portugais, arrivés au XVIe siècle, cherchèrent à contrôler ce commerce lucratif, établissant des postes fortifiés le long du fleuve Zambèze. Le moine Mutapa, titre du souverain signifiant maître des terres conquises, gouvernait depuis une capitale qui changeait selon les dynasties. Les ambassadeurs portugais décrivirent des audiences royales élaborées où le roi apparaissait paré d'étoffes importées et de bijoux en or, entouré de courtisans et de gardes armés. Les femmes de la cour royale jouaient un rôle politique important, certaines servant d'ambassadrices ou de gouverneurs provinciales. Le royaume déclin au XVIIe siècle en raison des guerres civiles. De l'épuisement des mines d'or accessibles et de la compétition des Européens qui détournaient le commerce vers leur propre réseau. Retournons en Asie du Sud-Est pour explorer le royaume de Champa, situé dans le centre et le sud du Vietnam actuel. Entre le IIe et le XVe siècle, les Cham, peuple austronésien, construisirent une civilisation maritime prospère. Leur tour sanctuaire en briques, inspiré de l'architecture hindoue avec un style distinctif, ponctue encore le paysage vietnamien. Ces tours, dédiées à Shiva et à d'autres divinités hindoues, contenaient des lingas, symboles phalliques de la puissance créatrice divine. Les sculptures Cham représentaient des divinités aux traits stylisés, des apsaras danseuses célestes et des gardiens monstrueux. Les Cham excellaient dans la navigation maritime, commerçant avec la Chine, l'Inde et l'archipel indonésien. Leurs navires transportaient des épices, des textiles, de la céramique et des bois précieux. Ils pratiquaient la piraterie occasionnelle, lançant des raids contre les côtes chinoises et vietnamiennes. Les Vietnamiens, s'étendant progressivement vers le sud depuis le delta du fleuve Rouge, conquirent graduellement le territoire Cham. En 1471, la capitale Champa Vijaya tomba, marquant le déclin terminal du royaume. Les survivants Cham s'assimilèrent à la population vietnamienne ou migrèrent vers le Cambodge et le sud du Vietnam où leurs descendants maintiennent encore une identité culturelle distincte. Le royaume de Srivijaya, basé à Sumatra, domina le commerce maritime de l'Asie du Sud-Est entre le 7e et le 13e siècle. Contrôlant le détroit stratégique de Malacca, passage obligé pour les navires naviguant entre l'Inde et la Chine, Srivijaya accumula d'immenses richesses en taxant le commerce. La capitale Palembang était un centre bouddhique majeur où des moines de toute l'Asie venaient étudier. Le moine chinois Yi Jing, qui visita Srivijaya au 7e siècle, rapporta que plus de 1000 moines y résidaient, étudiant les textes bouddhiques sanscrits. Le royaume envoyait des missions diplomatiques en Chine, apportant des tributs et recevant en retour des titres prestigieux et des cadeaux somptueux. Les souverains de Srivijaya sponsorisaient la construction de temples bouddhiques et l'érection de stèles commémorant leurs donations pieuses. Le déclin de Srivijaya commença au XIe siècle lorsque l'empire Chola du sud de l'Inde lança des raids navals dévastateurs. Le royaume de Majapahit à Java émergea au XIIIe siècle pour revendiquer l'héritage maritime de Srivijaya. Majapahit lui-même devint le plus puissant royaume de l'archipel indonésien au XIVe siècle. Sous le règne du roi Ayam Wuruk et de son premier ministre Gajah Mada, l'empire contrôla la plupart de l'Indonésie actuelle et des parties de la péninsule malaise. Gajah Mada prononça un serment célèbre, le Simpa Palapa, s'engageant à ne pas manger de palapa, condiment épicé, avant d'avoir conquis tout l'archipel sous l'autorité de Majapahit. Les récits javanais décrivent la capitale Trowulan comme une métropole vaste avec des canaux navigables, des réservoirs d'eau élaborés et des monuments en briques rouges. Les fouilles archéologiques ont révélé des traces d'occupation urbaine dense s'étendant sur plusieurs kilomètres carrés. Les artisans produisaient des céramiques fines, des textiles batiks élaborés et des kris, poignards ondulés considérés comme possédant des pouvoirs magiques. La cour royale patronnait les poètes qui composaient des épopées en vieux javanais, adaptant les épopées sanskrites du Ramayana et du Mahabharata au contexte culturel javanais. L'arrivée de l'islam au XVe siècle transforma graduellement la région.
Les royaumes côtiers se convertirent progressivement, et Majapahit, resté hindou-bouddhiste, déclina face à ces nouveaux sultanats. La cour et l'élite hindou-bouddhiste se réfugièrent à Bali où ils préservèrent leurs traditions religieuses et culturelles qui survivent jusqu'à aujourd'hui. Explorons maintenant les empires d'Afrique de l'Est, notamment le royaume d'Aksum plus en détail. Les rois aksumites frappèrent de la monnaie portant des inscriptions en guèze, langue sémitique ancestrale de l'éthiopien moderne, et plus tard en grec après leur conversion au christianisme. Ces pièces d'or, d'argent et de bronze représentaient le souverain sur l'avers et des symboles religieux sur le revers, d'abord des croissants de lune païens puis des croix chrétiennes. Le commerce aksumite s'étendait de la Méditerranée à l'Inde. Les marchands exportaient de l'ivoire, de l'encens, de la myrrhe, des peaux de rhinocéros et de l'or, important des textiles indiens, des perles de verre et du vin méditerranéen. Les inscriptions royales, gravées sur des stèles en langue gaze, grecque et parfois en sud-arabique, proclamaient les conquêtes des rois aksumites en Arabie, au Soudan et dans la Corne de l'Afrique. Le roi Ezana, qui se convertit au christianisme au IVe siècle, dédia une inscription à la Sainte Trinité pour commémorer sa victoire sur le royaume de Méroé au Soudan. L'Église éthiopienne orthodoxe, établie à Aksum, développa une tradition chrétienne unique combinant des éléments du judaïsme, du christianisme oriental et des pratiques africaines. Les moines copièrent des manuscrits bibliques en guèze, les enluminant de miniatures colorées. Les églises rupestres de la Libla, creusées dans la roche volcanique au XIIe siècle, constituent des chefs-d'œuvre architecturaux. 11 églises monolithiques, complètement détachées de la roche environnante et sculptées de l'extérieur vers l'intérieur, forment un complexe religieux impressionnant. La plus grande, Beth Medan Alem, mesure 33 mètres de long et comporte des colonnes massives soutenant le toit. Ces églises, reliées par des tunnels et des tranchées, servaient de centre de pèlerinage et sont toujours utilisées pour le culte aujourd'hui. Le royaume d'Éthiopie chrétienne résista à l'expansion islamique qui submergea ses voisins. Au XVIe siècle, l'imam Ahmad ibn Ibrahim al-Ghazi, surnommé Gragne le Gaucher, lança une guerre sainte qui conquit presque tout le royaume éthiopien, détruisant des églises et des monastères anciens. Le roi éthiopien appela à l'aide les Portugais qui envoyèrent une petite expédition de mousquetaires. Lors de la bataille décisive de 1543, les Portugais et les Éthiopiens vainquirent l'armée d'Ahmad Gragne qui fut tuée au combat. Cette victoire préserva l'indépendance et l'identité chrétienne de l'Éthiopie. Le royaume se replia dans les hauts plateaux, maintenant son isolement relatif du reste du monde chrétien pendant des siècles. Les empereurs éthiopiens revendiquaient leur descente du roi Salomon et de la reine de Saba, légitimation dynastique qui perdurera jusqu'à la chute du dernier empereur, Haïlé Sélassié. En 1974. Voyageons vers les îles du Pacifique pour explorer d'autres cultures polynésiennes. Les Maoris de Nouvelle-Zélande, descendants de navigateurs polynésiens qui colonisèrent ces îles vers 1200 de notre ère, développèrent une culture guerrière distinctive. Ils construisirent des péas, villages fortifiés perchés sur des collines escarpées, protégés par des palissades en bois et des terrasses défensives. Les guerriers maoris se tatouaient le visage avec des motifs complexes appelés moko, chaque dessin unique racontant l'histoire personnelle, le statut et la généalogie de l'individu. Les femmes se tatouaient les lèvres et le menton. Ces tatouages, réalisés avec des ciseaux en os trempés dans de l'encre, étaient extrêmement douloureux mais considérés comme essentiels à l'identité et à la beauté. Les sculpteurs maoris créaient des objets extraordinaires, maisons communales ornées de panneaux sculptés représentant des ancêtres aux yeux incrustés de nacre. Pirogues de guerre pouvant transporter 100 guerriers, armes cérémonielles en jade vert appelées punamu, considérées comme plus précieux que l'or. Les guerriers pratiquaient le haka, danse de guerre intimidante accompagnée de chants rythmés, de cris et de grimaces destinés à terrifier l'ennemi avant la bataille. La société maori valorisait le mana, pouvoir spirituel et prestige acquis par les exploits guerriers, la générosité et le respect des tabous. Les Rangatira, chefs de tribu, démontraient leur mana en organisant de grands festins et en distribuant généreusement des cadeaux. Les Tohunga, prêtres et experts rituels, maîtrisaient les connaissances sacrées, les généalogies et les incantations nécessaires pour communiquer avec les dieux et les ancêtres. Aux îles Hawaï, les Polynésiens qui s'établirent vers le IVe siècle de notre ère développèrent une société stratifiée dominée par les Alii. Chefs aristocratiques qui revendiquaient une ascendance divine. Le système de kapu, tabou religieux strict, régulait tous les aspects de la vie. Certains aliments étaient kapus pour les femmes, certains lieux kapus pour les roturiers, certaines activités kapus pendant des périodes spécifiques. La violation d'un kapu entraînait la mort immédiate. Les Eyo, temples en pierre, servaient de lieu de culte et de sacrifice. Le Puonua Onono, lieu de refuge sacré,
offrait l'asile à ceux qui avaient enfreint un capu ou aux guerriers vaincus. Une fois à l'intérieur de ce sanctuaire, les fugitifs étaient purifiés par les prêtres et pardonnés. Les chefs hawaïens construisirent d'immenses étangs à poissons, bassins côtiers artificiels où ils élevaient du mulet et d'autres poissons pour la consommation royale. Ces étangs, délimités par des murs de roches volcaniques, témoignent d'une gestion sophistiquée des ressources marines. Les surfeurs hawaïens pratiquaient leur sport sacré sur de longues planches en bois de koa, glissant sur les vagues dans un exercice qui combinait athlétisme et communion spirituelle avec l'océan. Le roi Kamehameha Ier unifia les îles Hawaï au début du XIXe siècle, créant un royaume qui interagit avec les puissances européennes avant d'être finalement annexé par les États-Unis. Revenons en Méditerranée pour explorer Carthage plus en détail. Fondée par la princesse phénicienne Didon selon la légende, Carthage devint la puissance dominante de la Méditerranée occidentale. Sa position stratégique sur la côte tunisienne contrôlait les routes maritimes entre la Méditerranée orientale et occidentale. Les Carthaginois établirent des colonies en Sicile, en Sardaigne, en Corse, aux Baléares et dans le sud de l'Espagne, contrôlant le commerce de l'argent espagnol, de l'étain britannique et de l'or africain. Leur marine était redoutée, avec des quinquérèmes massifs propulsés par 170 rameurs disposés sur 3 niveaux. Les marins carthaginois gardaient secrètement leur route commerciale vers les îles britanniques et le long de la côte atlantique africaine. Anon le navigateur aurait descendu la côte ouest africaine jusqu'au Cameroun actuel au 5e siècle avant notre ère, ramenant des récits de tribus côtières et de gorilles qu'il prit pour des humains sauvages. Carthage rivalisa avec Rome pour la domination méditerranéenne lors de 3 guerres puniques dévastatrices. Lors de la deuxième guerre punique, le général carthaginois Hannibal Barca accomplit l'exploit extraordinaire de traverser les Alpes avec une armée comprenant des éléphants de guerre, remportant victoire après victoire contre les Romains en Italie. À Cannes en 216 avant notre ère, Hannibal anéantit une armée romaine de 86 000 hommes, tuant peut-être 50 000 soldats dans ce qui demeure l'une des plus grandes défaites militaires romaines. Malgré ce génie tactique, Hannibal ne put conquérir Rome elle-même et fut finalement rappelé pour défendre Carthage contre l'invasion romaine menée par Scipion l'Africain. Vaincu à Zama en 202 avant notre ère, Carthage dut accepter des conditions de paix humiliantes. La troisième guerre punique aboutit à la destruction totale de Carthage en 146 avant notre ère. Les Romains assiégèrent la cité pendant 3 ans avant de la prendre d'assaut. Les survivants furent vendus en esclavage, les bâtiments rasés, selon la tradition probablement exagérée, du sel fut semé sur les ruines pour que rien n'y repousse jamais. Explorons brièvement d'autres merveilles du monde ancien. Les jardins suspendus de Babylone auraient été construits par Nabuchodonosor II pour son épouse Amiti. Ces terrasses étagées supportaient des arbres et des jardins luxuriants irrigués par des roues hydrauliques puisant l'eau de l'Euphrate. Le colosse de Rhodes, statue géante du dieu soleil Hélios haute de 33 mètres, gardait l'entrée du port de Rhodes pendant seulement 56 ans avant d'être renversé par un tremblement de terre. Le temple d'Artémis à Éphèse, reconstruit plusieurs fois, était orné de sculptures magnifiques et de colonnes de marbre majestueuses. Le mausolée d'Halicarnasse, tombeau monumental du roi Mosol, donnera son nom à tous les monuments funéraires grandioses. La statue de Zeus à Olympie, créée par le sculpteur Phidia, représentait le roi des dieux assis sur un trône d'ivoire et d'or. Ces merveilles témoignent du génie architectural et artistique des civilisations anciennes qui cherchaient à créer des œuvres immortelles défiant le temps lui-même. Chacune représentait l'apogée de l'ambition humaine, la volonté de construire quelque chose de si extraordinaire que les générations futures se souviendraient à jamais de leur créateur. Tandis que vous dérivez vers un sommeil profond et réparateur, permettez à ces images de civilisations anciennes de circuler doucement dans votre esprit. Les pyramides égyptiennes se dressant contre le ciel étoilé, les jardins suspendus de Babylone bruissant sous la brise mésopotamienne. Les Maoris de l'île de Pâques contemplant silencieusement l'horizon océanique, les temples mayas émergeant de la jungle tropicale, les caravanes traversant le Sahara chargées d'or et de sel. Les dracars vikings fendant les vagues nordiques, les citernes nabatéennes collectant chaque goutte précieuse dans le désert. Les astronomes sumériens traçant les mouvements célestes sur leurs tablettes d'argile, les fresques minoennes célébrant la beauté et la vie, les bronzes du Bénin brillant dans la lumière tropicale. Les manuscrits de Tombouctou préservant le savoir africain, les temples de Bagan s'élevant dans la plaine birmane, les cavaliers mongols galopant à travers les steppes infinies. Les guerriers maoris exécutant le haka avant la bataille, les navires carthaginois sillonnant la Méditerranée, les éléphants d'Hannibal franchissant les Alpes enneigées. Les églises rupestres de l'Alibla creusées dans la roche vivante, les tours sanctuaires Cham s'élevant vers le ciel tropical. Ces civilisations ont fleuri, créé des merveilles, puis disparu,
laissant derrière elles des vestiges énigmatiques qui continuent de nous fasciner et de nous inspirer. Leurs habitants vivaient, aimaient, priaient, luttaient et rêvaient comme nous le faisons aujourd'hui, aspirant à la grandeur et à l'immortalité. Leurs accomplissements témoignent de l'ingéniosité humaine, de la persévérance et du désir universel de créer quelque chose qui transcende notre brève existence mortelle. Reposez-vous maintenant, votre esprit enrichi par ces voyages à travers le temps et l'espace. Votre sommeil bercé par les échos lointains de ces mondes perdus qui murmurent encore leurs secrets aux étoiles éternelles et aux vents qui traversent les déserts et les océans. Laissez votre conscience voyager librement à travers ces époques révolues tandis que votre corps se repose. Dormez paisiblement. Que les rêves des anciens vous bercent. Bonne nuit. Laissez-vous emporter doucement.